Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Chers amis, c'est parti pour la deuxième partie de ce 10e épisode du débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Toujours ce plateau de choix ce lundi avec mon coéquipier de jeu, Mathieu Billot de Foot Normand. Rebonjour Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Il est toujours là, notre consultant, coach Gallon. Rebonjour Jo. Bonjour à tous. Et puis notre invité de ce débrief ce lundi, c'est notre ex-confrère de Tendance Ouest aujourd'hui, élu à la région Normandie, Sylvain Letouzet. Rebonsoir Sylvain. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Deuxième partie consacrée au hack, donc une formation havraise qui a pris un coup sur la tête ce week-end. C'était un choc de haut de tableau qui opposait le Havre donc à l'AC Ajaccio, le 6e contre le 2e. Les hommes de Paul Le Guen se sont inclinés devant leur public, on le disait. 1-0, scénario cruel, hein, Mathieu. On était au stade, on a vu ce match ensemble. Les Ciel et Marines ont eu cette occasion incroyable d'ouvrir le score. Arrêt du gardien de l'AC Ajaccio contre but de Courtet, nouvelle occasion havraise dans la foulée, mais 1-0 pour l'AC Ajaccio, score final. Ouais, une belle occasion pour le Havre raté d'intégrer le top 5 et surtout de frapper un peu un coup dans le championnat, car c'est vrai que avant le match, il y avait chez les supporters, chez les observateurs, même dans le club, il y avait ce petit parfum de dire que c'était une affiche de haut de tableau que le HAC n'avait pas vécu depuis longtemps. L'occasion à domicile, devant son public, de montrer que peut-être cet effectif-là est en mesure de candidater à une place dans le top 5. Et puis bon, il y a le score, et puis il y a un petit peu, on va dire, le match qui nous a laissé qui nous a laissé un peu quoi. Alors c'est vrai que c'était la meilleure défense du championnat, l'AC Ajaccio, 8 buts encaissés, contre la deuxième meilleure défense du championnat, le Havre, 10 buts encaissés avant la journée. Bon, c'est des équipes qui n'ont pas brillé offensivement, on va dire, samedi après-midi. Ouais, alors effectivement, côté Havrais, on l'évoque depuis un certain temps, sans Jamal Thiaré, c'est nettement plus compliqué. L'attaque était composée pour le coup de Nabil Alioui et de Quentin Cornet, de milieu offensif, puisque Boutaïb et Papib Nouba étaient sur le banc au coup d'envoi. Jo Gallon, est-ce qu'on peut être candidat à la montée quand on n'a pas un vrai attaquant ? Non, impossible. Impossible, ou alors vous appelez Manchester City et vous jouez sans attaquant parce qu'à côté vous avez des joueurs qui sont extraordinaires. Mais aujourd'hui, le potentiel des joueurs du Havre, je vois pas comment ils peuvent jouer sans attaquant. Donc le coach il est obligé de faire avec les moyens du bord. Mais on s'aperçoit quand même que cette équipe, quand elle doit franchir un cap, et ça arrive souvent dans une saison, et des équipes sont comme ça. C'est le moment peut-être, et non, et à chaque fois il y a un peu de désillusion. Mais quand on regarde le Havre, aujourd'hui, ils sont 6e, 7e. Ils ont gardé leur place de 6e, tout à fait. Ils sont 6e. Mais moi, je trouve que leur contenu de match sont intéressants, mais n'amènent pas à jouer les premiers rôles. Je pense que pour moi, le Havre, entre la 5e et 10e place, est à sa place dans le championnat, voilà, tout simplement. Il y a des petits manques, il y a un manque d'effectifs, l'effectif n'est pas assez large, et aussi en qualité sur certains postes. Donc, moi, je ne suis pas déçu. Je pense qu'ils font une saison normal, avec un effectif qui correspond à cette place-là. Voilà. Sylvain, j'ai le sentiment que si on se replonge quelques années en arrière dans les émissions que tu présentais toi-même, on pourrait retrouver les bandes. On y a cru, on s'est longtemps dit cette année, c'est peut-être la saison du Havre, et puis on arrive presque au moment où on se dit, non, finalement, ça va pas encore être celle-là. Eh ben moi, j'y crois encore, figurez-vous, messieurs. J'y crois encore parce que je l'ai lu dans tes colonnes, Mathieu, en début de saison, les interviews de Paul Le Guen, les différents angles qui ont été donnés à cette saison. Et je pense que Paul Le Guen, lui, par contre, il est parfaitement dans ses points de passage, dans son objectif, parce que la première chose qu'il est en train de réussir à faire, c'est d'avoir une défense, d'avoir un secteur défensif. Si je ne m'abuse, le Havre doit être dans les meilleures défenses, si ce n'est la meilleure deuxième meilleure défense de Ligue 2. Ça, la première chose, il a encaissé 11 buts en 17 matchs, ce qui est relativement positif. Le Havre n'en a marqué que 17. Le Havre n'est même pas dans les 10-12 meilleures attaques de Ligue 2. Alors le problème, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, Jo. En revanche, cet aspect défensif de solidité,
Et t'as connu des saisons comme ça, Jo. Il suffit parfois d'un but pour prendre 3 points. Et donc, c'est pour ça que le Havre aujourd'hui est maintenu à flot. Parce que si l'on regarde bien sur les premières journées, le Havre n'a perdu que 3 fois, soit autant qu'Ajaccio, le leader. Mais le Havre a empilé les matchs nuls, 8 matchs nuls. Et donc, ces petits buts qu'il faut pour aller chercher une victoire à la place d'un match nul, pour l'instant, le Havre ne les a pas. En revanche, cette solidité, si Paul Le Guen la conserve, je serais vraiment pas surpris, et je vous mets un petit billet tout de suite, messieurs, de retrouver le Havre dans le top 5 pour aller jouer ne serait-ce qu'un bout de barrage. Alors, est-ce que du coup, par rapport à ça, est-ce que c'est pas le moment pour les dirigeants de faire un petit cadeau à leur coach, Paul Le Guen, le mercato arrive, et de recruter un élément offensif, alors peut-être un attaquant, ou alors peut-être plutôt un milieu offensif, quelqu'un qui distribue les ballons. Jo, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que là, quand on n'est pas loin, quand on touche du bout du doigt l'objectif du top 5, est-ce que c'est pas le moment, alors on sait les contraintes financières des clubs, il n'y a pas de souci, mais est-ce que c'est pas le moment d'essayer de faire un petit effort pour justement franchir ce fameux cap ? Si, je pense que c'est indéniable. On vient de dire qu'ils ont joué sans attaquant. Et ils marquent pas de but. Donc il y a un réel problème dans le pouvoir offensif. Après ce que vient de dire Sylvain, c'était différent parce que lui il a toujours joué stopper, donc il préfère que son équipe ne prenne pas de but. C'est ça. Hein, donc ça. J'ai toujours préféré, mais t'as raison, j'ai toujours préféré un 1-0 à un 3-2. Le fameux numéro 4. Voilà, le catenaccio, alors invité à la sauce manchoise. Alors que moi ma philosophie c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. C'est ça. Donc, oui, mais c'est bien parce qu'il y a des échanges, des partages. Moi, c'est pour ça que des fois, sincèrement, quand je vois le Havre jouer, je m'ennuie parce qu'il joue déjà pour pas prendre de but. Alors que moi, j'aime les équipes qui jouent pour attaquer et marquer des buts. Donc, on n'est pas dans la même philosophie. Maintenant, peut-être que Paul Le Guen, il s'adapte aussi, encore une fois, à son effectif. Parce que est-ce qu'il a les joueurs qu'il voudrait ? Ça, c'est sûr que non. Et sincèrement, je pense qu'il peut pas faire mieux que le début de saison. Je suis d'accord avec toi, Sylvain. Je suis d'accord avec toi. Oui, je pense qu'il tire la quintessence de tout son groupe. Absolument. Et de tous ses joueurs. Maintenant, le mercato arrive. Oui, si les dirigeants peuvent lui faire plaisir, on se rend compte qu'il n'y a pas de Jamal Thiaré, il n'y a pas, comment il s'appelle, l'autre attaquant. Alors on avait Ralid Boutaïb et Papi Douba qui étaient sur le banc parce que visiblement, ils répondent pas à toutes les attentes du coach et du staff. Mais c'est marrant parce que quand il est à Niort. À Niort, mais avant, il est à Consola, je crois. Oui, tout à fait. Nous, avec Granville, on est sur le point de le faire signer. Donc il y a 2 ans, je vous parle de ça, il y a 2 ans. Est-ce que aujourd'hui, ils ont simplement essayé de faire un coup ? Est-ce que c'est un attaquant numéro 1 ? Je pense pas, ils se disent, on va voir, on va tester. Aujourd'hui, je pense que ça manque d'un attaquant numéro 1 dans l'équipe du Havre. Et par contre, s'ils ont ce joueur, là, je peux rejoindre Sylvain qui peuvent jouer les premiers rôles. S'ils n'ont pas ce joueur, à mon avis, ils sont entre la 5e et la 10e place. Je rappelle juste que Papi Douba, qui était à Niort du coup la saison dernière, il a marqué une petite quinzaine de buts. Et que le Havre a consenti un effort assez important pour le faire venir chez lui, parce que c'est une indemnité environ d'1 million d'euros. Et en plus, Godwin Belty, il a fait le chemin inverse. Donc c'est vrai que des fois, vous faites des investissements et la réalité du terrain, malheureusement, ne correspond pas du tout. Voilà, donc après... Le recrutement, c'est pas du 100%. Non, voilà. Et des fois, on tire un peu, les directeurs sportifs, et on tire tout le temps sur la cellule de recrutement. Mais peut-être que la cellule de recrutement dans un club, c'est ce qui est le plus important. Ça vous permet parfois d'éviter de faire des erreurs et de perdre de l'argent surtout. Il y a quand même eu des choses positives samedi, comme souvent d'ailleurs sur un match de foot, et heureusement. Et là, on citera la présence des jeunes. Ils étaient 6 issus de la cave verte sur la feuille de match, titulaires même, 6 du centre de formation à être titulaires contre Ajaccio, dont le défenseur Aristide Wab, qui lui fêtait d'ailleurs sa première apparition dans le 11 de départ. Sylvain, un mot là-dessus. On imagine que évidemment quand on est élu de la région, fan de sport, mais élu de la région, on est sensible à ce statut de club formateur du Havre qui est pleinement assumé. Et encore une fois, on insiste, 6 joueurs issus de la formation dans le 11 de départ de Paul Le Guen samedi. Mais du côté du HAC et dans une moindre mesure du côté du Stade Malherbe, mais surtout du côté du HAC en Normandie, c'est même pas c'est plus que ça, c'est une tradition, la formation. Et la qualité de formation, c'est une tradition. Il n'y a pas une année sans que le Havre sorte un très gros joueur de son centre de formation. Donc oui, il y a une vraie tradition. Que Paul Le Guen lance des jeunes joueurs, c'est tout à son honneur parce qu'il est là aussi pour valoriser tout le travail de la formation havraise par le fait de les emmener jusqu'au monde professionnel. Et c'est très bien comme ça. Après, il faut savoir aussi où on va avec le Havre, c'est-à-dire que le Havre, ça a toujours beaucoup formé et très bien formé.
problème, c'est que le Havre, ça fait 12 ans qu'ils sont en Ligue 2 aujourd'hui, d'affilée, et qu'il manque au Havre cette génération, comme on dit. Et Jo en a fait partie pendant quelques années d'une génération malherbiste quand il jouait au foot avec Roten, avec Mendy et tout cela, où ça formait très bien, mais ça pouvait pas monter au cap supérieur. Et là, je pense que le Havre, aujourd'hui, on est un peu dans le système du Stade Malherbe de Caen de la fin des années 90, à savoir excellente formation, de très gros joueurs à sortir, mais par contre de là à créer un effectif pour réussir à aller chercher une montée, c'est encore compliqué. Et puis on y reviendra toujours en Normandie comme ailleurs en France. Aujourd'hui, le modèle économique des clubs professionnels est bousculé, personne ne veut prendre de risques. Ouais, c'est ça aussi, c'est que parfois les jeunes, on les lance par choix assumé, on gère un petit peu la manière dont on les lance. Johan Gallon, parfois on le fait aussi un peu contraint et forcé parce qu'on n'a pas d'autre solution. Ouais, mais complètement. Mais déjà, ce qui me rassure, c'est que Sylvain, il m'a mis les pieds sur terre, c'est que j'étais un joueur de Ligue 2. Parce que la formation passait pas le cap. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu regardes, c'est vrai. Sylvain, j'étais un joueur de Ligue 2. Il y a 30 secondes, j'étais quand même un stopper, donc fallait bien que tu t'attendes à autre chose. Non, mais ce qui est sûr, c'est que le Havre a toujours formé. Moi de mon temps, quand j'étais en U15 à Caen, on jouait le Havre, c'était impossible de gagner. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est quoi la formation ? Parce que quand vous prenez un joueur à la formation, vous le prenez, il a quel âge ? Il a 15 ans, il a 16 ans. Est-ce qu'il y a combien de Normands dans l'équipe du Havre ? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, il y en a quand même quelques-uns parce que des vrais Normands, parce que le recrutement est quand même beaucoup sur la région parisienne. Il y a des alors on citait le petit Aristide Ouam qui fêtait sa première, donc lui il est originaire du Cameroun, mais si vous prenez Abdoulaba ou Isaac Touré, ce sont des joueurs issus de Normandie. Après, je connais la formation parce que je connais François Rodriguez avec qui j'ai passé mon diplôme et je sais comment ça travaille et que ça travaille bien. Maintenant, comme à Caen, vous faites signer beaucoup de contrats parce que ça, c'est une stratégie pour que votre club il soit au niveau des centres de formation bien classé. Combien il y a de joueurs réellement qui ont le potentiel de faire de la Ligue 2 ? Et puis après, comme dit Sylvain, le top du top, c'est les garçons qui vont faire la Ligue 1. Il y en a eu combien à Caen ? Aujourd'hui, il y a combien de joueurs de la formation qui jouent en Ligue 1 ? Là, j'ai la colle. Il y en a quelques-uns. On peut citer Fred Gilbert qui brille avec Strasbourg. Il est pas formé à Caen. Il est formé Cherbourg et Bordeaux. Il est pas formé à Caen, Fred Gilbert. Ah bah si, Fred Gilbert, il est quand même capitaine jusqu'en U17. Après, oui, non, mais après, il est jamais sorti par Caen. Il a pas signé son premier contrat à Caen. Ah oui, mais il est formé à Caen. Ouais. Voilà. Mais après, voilà, c'est combien il y a de vrais joueurs de pur talent. Là, sur les dernières années, le seul qui joue aujourd'hui et qui joue l'Europa League, c'est BKBK en Russie. Voilà, mais Oui, il faut remonter à quelques années plus tôt pour retrouver des Benoît Costil, des Raphaël Guerrero, mais c'est vrai que sur les dernières années, il y en a un petit peu Après, il y a moins. autre chose, on va revenir au recrutement. Quand vous recrutez un garçon qui a 15 ans, est-ce que le Stade Malherbe aujourd'hui peut recruter les meilleurs joueurs qui ont 15 ans ? Non. Donc, il recrute du deuxième ou troisième choix. Donc, à la fin, vous avez quoi ? À la fin de votre formation, du deuxième ou du troisième choix. Si vous voulez recruter du top joueur aujourd'hui qui a 15 ans, faut déjà sortir de l'argent, des transferts. Et voilà, donc c'est pas étonnant ce qui se passe. Après, est-ce qu'on travaille bien ? Oui, parce que les joueurs arrivent quand même. L'objectif d'un club, c'est d'amener ses joueurs de la formation au niveau de l'équipe première. Et là-dessus, dans les deux clubs, je pense que le contrat est rempli. Maintenant, d'avoir du top joueur. Et le top joueur, il vous permet de passer en Ligue 1, le top joueur, il vous permet de rentrer de l'argent dans les caisses. Mais aujourd'hui, par rapport au recrutement des jeunes, je pense que le travail est bien fait. Il y a le niveau de l'équipe première aussi, coach, qui peut peut-être compter, parce que l'attractivité, en fait, c'est-à-dire que oui, pour recruter un jeune, il faut sortir les moyens, comme on le disait, mais il y a aussi une question d'attractivité. Une équipe première en Ligue 1, une équipe qui rayonne avec un engouement, une effervescence dans le stade, une stabilité de la gouvernance, tout ça, c'est quand même pas des points, que ça soit à Caen ou au Havre ces dernières années, qui ont permis de rendre le club véritablement attractif pour un jeune, pour sa famille. Complètement, mais moi je vais parler de ce que je connais, donc Caen, moins le Havre. Quand même, je trouve que le club a réussi à convaincre, grâce à son projet, beaucoup de familles de faire venir des enfants au centre de formation, et pas uniquement que l'aspect footballistique. Parce que je crois qu'il y a une vraie... il y a autre la chose. scolarité, des choses comme ça. Ouais, en matière de formation, Caen et Le Havre sont vraiment des marques au niveau du football français. Ce sont des vraies belles marques. Et ça, évidemment, tu le disais tout à l'heure, Christophe, évidemment que pour la région Normandie dans son ensemble, c'est quelque chose qui y compte. Parce qu'on est capable aujourd'hui de former des jeunes joueurs, de les sortir au plus haut niveau. Et ces jeunes joueurs, vous le remarquez tous, on va reprendre même les plus anciens avec Steve Mandanda, Paul Pogba et tout ça, reviennent toujours et ont toujours un mot pour la Normandie dans leurs interviews et dans leur manière de faire. Je veux dire, il y a toujours une vraie logique de « je suis d'ici » et j'en suis fier. Et ça, il faut réussir à le faire perdurer. Mais pour le faire perdurer, il faut qu'il y ait de l'engouement. Aujourd'hui, il manque cet engouement, il manque cette Ligue 1, comme tu le dis, Christophe. Et ce que tu dis aussi au niveau de la Normandie, moi je l'ai vécu avec Granville, les joueurs qui passent pas au niveau, ils viennent dans les clubs régionaux.
Donc à Granville, nous on a récupéré cette formation, cette bonne formation, un Jonathan Beaulieu qui pour moi est un exemple. J'ai bien été content de l'avoir pendant 2 ans dans mon équipe, il m'a permis de passer un palier. Et ces garçons-là, même s'ils sont pas passés pro, sont attachés à notre région, sont attachés à Normandie. Et ça, je trouve que pour le développement de notre région, c'est hyper intéressant et tout le monde, même à Vire, pour récupérer des joueurs du Stade Malherbe. Effectivement, le point positif, c'est bien vu. Le point positif, c'est la formation. C'est ces jeunes qui étaient sur la feuille de match. On l'a dit tout à l'heure, Mathieu. Un mot quand même sur ce qui est, hélas, moins satisfaisant. On faisait référence à l'engouement, à l'effervescence. Un mot quand même sur cette affluence décevante, puisque on a à peine franchi le cap des 7000 spectateurs. C'est quand même la déception du week-end pour un match de haut de tableau de Ligue 2, Mathieu. Ouais, les décevantes, je pense surtout pour les joueurs, pour Paul Le Guen, pour le club, parce que c'est vrai que des fois, ils se font taper dessus quand les résultats sont pas à la hauteur. Donc là, comme on a dit en début de cette partie, il y avait un choc de haut de tableau. Et au final, il y a entre guillemets que 7000 personnes. Alors, les 7000 qui étaient présents ont fait le job. Certains, c'était de rendez-vous dès 10h30 devant le centre d'entraînement, avaient accueilli les joueurs, un fumigène, des chants. Donc pour eux, bravo. On peut juste regretter que le Havre ne suscite pas plus d'enthousiasme dans son environnement proche. Je sais que c'est un débat qui est aussi vieux peut-être que le club existe, mais c'est quand même un peu dommage. Après, les gens vont se plaindre que quand il n'y a pas de résultat, ils vont se plaindre, mais quand il y en a, ils viennent pas. Donc après, faut savoir un petit peu ce que les gens veulent. Comprends. Moi, quelque part, je les comprends. Ça fait plus de 10 ans que le HAC est en Ligue 2. Ça fait plus de 10 ans que les seuls moments où ça vibre un peu, c'est soit QRM quand ils viennent en Ligue 2, soit le Stade Malherbe quand il s'agit des derby. Alors je mets des parenthèses selon l'appétence de chacun pour la notion de derby, mais sincèrement je les comprends. Plus de 10 ans dans la même division sans jamais avoir un vrai espoir de monter au bout du compte, mais sans jamais non plus être en grand danger de descente, il n'y a pas de peps. Si on va voir chez le voisin ce qui se passe du côté du Stade Malherbe de Caen, il se passe toujours un truc à Caen. Soit ça joue le maintien en Ligue 1, soit ça joue la montée en Ligue 2, soit plus récemment, et c'est moins drôle, ça joue le maintien en Ligue 2. Mais il se passe toujours un truc. Donc on parlait aussi de la comparaison entre les stades et les engouements. Faut les comprendre aussi, les supporters havrais. Ça fait des années qu'ils attendent de vrais moments pour vibrer. Et malheureusement, c'est pas facile. Et Ajaccio, c'est devenu un moment pour vibrer. Pourquoi ? Par les événements d'il y a 3 ans sur les matchs de barrage. C'est pas devenu un moment pour vibrer comme ça. Donc c'est compliqué. Moi, quelque part, je les comprends et je les salue justement, les 7000 qui étaient là, parce que ce sont 7000 qui sont derrière leur club, mais qui sont aussi un peu dans le dur et blasés de ne pas pouvoir jouer une vraie remontée un jour, quoi. Le Havre, 6ème donc de Ligue 2 à 4 points du podium, et la 3e marche du podium, elle est justement occupée par la JOCR. Et ça tombe bien, parce que les deux équipes se rencontreront pour la 19e et dernière journée de l'année 2021. On le rappelle, ce sera mardi 21 décembre à 20h45. Un match qui, on l'espère en tout cas, permettra aux Havrais de terminer l'année sur une note positive. C'était la 2e partie du débrief Radio VFM et Foot Normand consacrée au Havre. 3e partie consacrée dans un instant au foot régional, au sport en région et au sport avec la région Normandie. Toujours avec nos invités. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand.